vous interrogeons en tant que présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans le cadre d'une audition qui a été voulue par la Commission des lois, qui, sur ma proposition, a accepté qu'une mission d'information soit confiée à deux parlementaires, la première fois que ça se passe, un de la majorité et un de l'opposition, moi-même étant, en tant que député radical de gauche, membre de la majorité, et Georges Fenech, membre de l'UMP. L'un est avocat par ailleurs, l'autre est magistrat. Donc, la problématique de la révision des décisions pénales, c'est vraiment le cœur même de l'état de droit, c'est le cœur même de l'équilibre de deux grands principes. D'un côté, la sécurité, de l'autre côté, le principe fondamental qui est qu'il ne doit pas y avoir d'innocents en prison. Globalement, deux grandes procédures existent, la procédure dite de révision et la procédure de réexamen. La procédure de révision nous amène à nous poser tout un certain nombre de questions sur la notion de doute qui doit prévaloir dans le cadre de l'élément nouveau qui intervient, ou, ainsi que l'a souligné le procureur général, après une condamnation vient se produire ou se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès. Cette notion d'élément inconnu, pour l'instant, n'a pas trouvé de traduction jurisprudentielle, et donc, jusque en nous ne le savons pas. Deuxième chose sur laquelle nous nous interrogeons, c'est les doublons entre la commission et la cour de révision, et par ailleurs, avec la commission spécifique qui intervient dans le cadre du réexamen. En réalité, nous avons trois compositions différentes en la matière, avec des possibilités de décisions divergentes, et on l'a vu dans l'affaire Seznec en particulier, en ce qui concerne la Commission et la Cour. Se posent également des problèmes importants des scellés, qu'il nous faut bien traiter, car sans éléments de preuve, que faire? Et enfin, dans le cadre de la commission de réexamen qui intervient après la condamnation de la France par l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, nous voulons avoir une réflexion pour savoir jusqu'où nous devons aller dans la notion de procès équitable qui, lorsqu'il n'était pas arrêté, permet de remettre en cause les éléments mêmes de culpabilité. La violation grave d'éléments de procédure est-elle consubstantielle à la notion d'annulation éventuelle et même obligatoire de la décision? Et nous nous posons à ce sujet sur le procès équitable tout un certain nombre de questions sur l'atteinte à la présomption d'innocence, sur l'obligation du contradictoire et sur l'obligation de motivation. L'obligation de motivation, c'est un nouvel article, l'article 365.1, la loi du 10 août 2011, qui prévoit finalement une motivation différente selon que l'on est dans la cour d'assises ou selon que l'on est dans une autre juridiction. Alors, comme la notion de révision intervient aussi bien pour les décisions correctionnelles que pour les décisions criminelles, bien évidemment, ça pose une question fondamentale d'avoir une motivation plus forte dans les affaires correctionnelles que dans les affaires criminelles. On m'explique qu'il y a des questions techniques et la liberté des gens et leurs droits fondamentaux, ça ne peut pas se concilier. Donc il faut trouver des solutions. C'est ce que nous avons demandé au procureur général. En tout cas, la France a été condamnée à 5 reprises en 2013 par la décision par la Cour de justice européenne. Et bien évidemment, nous voulons faire en
sorte que ça ne puisse pas se passer. Et nous nous posons des questions, bien sûr, savoir si cet article 365.1 est susceptible d'être accepté dans l'avenir par la Cour européenne, dont la jurisprudence évolue elle-même dans le cadre d'un renforcement du droit des individus. Donc, s'il est susceptible d'être accepté aujourd'hui, l'est-il dans les années à venir? Bien sûr, c'est les questions que nous posons. Voilà, nous sommes très fortement interpellés par le fait que simplement 8 affaires, depuis 1945, ont fait l'objet de révision. Le procureur général nous dit que c'est parce que la justice, chaque jour, est meilleure, peut-être. On peut quand même avoir un doute légitime et raisonnable. Après l'affaire Outreau, j'ai vu ce que vous avez écrit à ce sujet, bien évidemment. Voilà un peu pourquoi nous avons pensé utile, indispensable, que vous-même qui avez été rapporteur de la loi sur la présomption d'innocence, qui est une professeure de droit reconnue, qui est par ailleurs présidente de cette commission des droits de l'homme, puissiez intervenir. Je donne maintenant la parole à Georges Fenech. Rajoute parfaitement l'esprit de notre commission par Alain Tourret. Simplement pour vous remercier, madame, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. On a un esprit qui nous anime, c'est préserver évidemment l'institution judiciaire, la notion d'autorité de la chose jugée, qui est très important, mais en même temps réfléchir à une opportune réforme de la révision criminelle, dont la dernière remonte à près de 25 ans maintenant, 1989. On l'avait appelée la loi Seznec à l'époque. C'est d'ailleurs la loi, le rejet de la décision de la Cour de révision dans cette affaire qui m'avait motivé déjà dans le premier mandat de déposer une proposition de loi qui est reprise aujourd'hui par Alain Tourret et moi-même en nouvelle proposition de réflexion. Nous pensons qu'il y a nécessité d'évoluer et votre avis nous intéresse énormément. Merci. Merci beaucoup, messieurs les présidents. Je suis très heureuse de venir vous parler de ce sujet, très heureuse de retrouver un ami avec qui j'ai travaillé sur la loi du 15 juin 2000 et qui avait fait des propositions extrêmement novatrices sur la détention des parents, essayant de freiner la détention des parents. C'est une vieille histoire. Et des mamans. Et donc ce matin, j'ai récemment rencontré M. Fenech dans le cadre d'une autre audition. Et c'est vrai que la CNCDH, que je représente ici, par l'entrée droits de l'homme, est non seulement intéressée, mais vigilante sur quantité de projets de loi, propositions de loi et beaucoup de missions parlementaires par l'un ou l'autre de leurs aspects nous intéressent. En préparant cette audition, au fond, ce qui nous a le plus frappé à la CNCDH, c'est combien la procédure de révision était une oubliée de la doctrine. Alors oui, il y a quelques écrits sur l'erreur judiciaire. Moi-même, j'ai écrit sur le sujet, un peu sous l'angle débat d'idées, plus que technique juridique. Et il me semblait utile, et nous avons préparé cette audition en ce sens-là, qu'il fallait faire un certain nombre de propositions précises, techniques, et que je n'allais pas vous présenter l'équilibre aussi difficile entre l'autorité de la chose jugée et la vérité des faits, mais plutôt essayer de voir avec vous comment la procédure de révision peut être améliorée. Avec quand même cette idée générale que l'entrée dans la procédure est trop difficile et que l'ouverture devrait être un peu plus large. Comme Alain Tourret, on est consterné quand on voit qu'il y a eu 8 affaires révisées depuis 40 ans, depuis 1945, alors qu'on sait qu'il y a des erreurs judiciaires commises tous les jours. Oui, on prend. Bon, bah, évidemment, comparution immédiate, etc. Vraisemblable. Enfin,
les magistrats en général admettent que certainement il y en a de commises tous les jours. Vu les garanties, par exemple en comparution immédiate, mais c'est un autre sujet, je pense que les erreurs judiciaires peuvent être nombreuses. Alors mes propositions, elles vont s'organiser autour de 5 catégories de propositions. La dernière catégorie touchera à la question des scellés. Donc nous avons pensé aussi à la question des scellés. Premier paquet de propositions tendant à garantir une meilleure lisibilité et accessibilité aux règles du Code de procédure pénale relatives à la procédure de révision. Nous pensons qu'il faut véritablement simplifier la définition des cas d'ouverture et que les 3 premiers cas d'ouverture, je vais le dire très, très rapidement, puisque vous avez certainement déjà travaillé de façon approfondie sur le droit de la révision, l'inexistence d'un homicide, les condamnations inconciliables et le faux témoignage, on les retrouve dans le dernier cas d'ouverture. Et il serait déjà beaucoup plus simple de ne parler plus que du dernier cas d'ouverture en voyant comment rédiger sur le dernier cas d'ouverture. C'est un cas d'ouverture indéterminé puisque, comme le dit le Code de procédure pénale, après une condamnation, l'ouverture se produit lorsque vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès. Et Alain Tourret, à l'instant, vous avez évoqué cette question de l'élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute. Donc, il nous semble que l'article 622 du Code de procédure pénale pourrait être extrêmement simplifié en initiant d'ailleurs une pratique plus ouverte de la révision et en interprétant fait nouveau au sens de éléments inconnus de la juridiction. Je vous remettrai un document écrit très, très précis. Nous sommes très choqués, je crois qu'on peut dire choqués à la CNCDH, que le fait nouveau soit forcément un fait qui n'était pas connu lors de l'instruction. Or, le fait peut avoir existé, mais être resté inconnu, ne pas avoir été pris en compte, et donc fermer la demande en révision parce que le fait nouveau est antérieur à la décision de la juridiction qui a statué en dernier lieu, nous semble injuste, pour dire les choses clairement. Il nous semble qu'il serait plus juste que l'on parle précisément, justement, d'éléments inconnus, et qu'à la différence du fait nouveau, l'élément inconnu ait pu être inconnu avant la décision définitive rendue à l'encontre de la personne qui demande la révision. Autrement dit, notre proposition revient à dire que la référence dans l'article 622 du Code de procédure pénale devrait être l'élément inconnu. Point. Et non pas le fait nouveau. L'élément inconnu. Et cela aurait pour conséquence d'assouplir assez considérablement l'ouverture de l'action en révision. À partir du moment où le texte met un fait nouveau ou un élément inconnu. Postérieure à la décision de la juridiction. Et ça me paraît très injuste. Et je trouve que l'expression élément inconnu n'enferme pas autant que le fait nouveau. Et dans mon texte écrit, vous trouverez un peu plus... l'élément inconnu peut être un élément antérieur à la décision qui a été rendue. Voilà. Mais on peut en rediscuter tout à l'heure. Alors, deuxième point, vous l'avez évoqué,
Monsieur le Président, en parlant du régime spécifique de la procédure de réexamen. Alors là, ce n'est pas une grande oubliée de la doctrine. J'ai une étudiante qui a fait, il y a 1 an et demi, une brillante thèse sur la procédure de réexamen. Magali Lafourcade, vous avez sa thèse? Je peux vous en envoyer une version électronique sans aucun problème. Et elle va devenir secrétaire générale adjointe de la CNCDH dans 15 jours. Ah oui, auditionnez-la. Elle est magistrat, elle aussi, comme Hervé Henrion qui m'accompagne. Elle est magistrat, elle aussi. Auditionnez-la sur la procédure de réexamen. Elle a travaillé 4 ans sur la procédure de réexamen. Nous sommes... alors, je ne peux être que très sensible au fait que la procédure de réexamen existe puisqu'elle est issue de la loi du 15 juin 2000. Alain Touré doit se rappeler que c'est un amendement qui est venu assez tardivement et judicieusement, et que cette procédure de réexamen n'a pas du tout le même objet que la procédure de révision. La CNCDH estime qu'il n'est juridiquement absolument pas opportun de fusionner ces 2 procédures, et surtout pas opportun de faire du recours en réexamen un 5e cas d'ouverture à révision. En fait, dans la procédure de réexamen, on réexamine parce qu'il y a eu une erreur de droit, pour dire les choses vite. Dans la procédure de révision, il s'agit du fait. Ne mélangeons pas les recours fondés sur le droit et les recours fondés sur le fait. Donc, sur ce point-là, nous sommes très clairs. Oui, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose, et ce n'est pas parce qu'il y a 2 commissions à la Cour de cassation que c'est une mauvaise chose et qu'il faudrait les fusionner. Oui. Statuer en retenant les moyens du réexamen. Ça n'empêcherait pas pour autant une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ça ne sert à rien. Nous sommes... Je voudrais aussi dire quelques mots de la nécessité de préciser les règles de procédure à suivre devant la commission de révision. Il y a véritablement un effort à faire parce que l'article 623, je suis sûre que votre mission y a déjà pensé, l'article 623 du Code de procédure pénale, au fond, ne précise pas la procédure à suivre devant la commission de révision. Et il ne renvoie pas à un décret en Conseil d'État le soin de le faire, ou à un article du Code de procédure pénale. D'ailleurs, il vaudrait mieux que ce soit, s'agissant de procédure pénale, un article du Code de procédure pénale et pas un décret en Conseil d'État. Dans le silence de la loi, la Commission a déterminé elle-même ce qu'était sa procédure en s'inspirant des articles 601 et suivants du Code de procédure pénale relatifs à l'instruction des recours en cassation en matière criminelle et des articles R26 et suivants du Code de procédure pénale relatifs à la réparation à raison d'une détention provisoire injustifiée. Mais cette situation ne nous paraît absolument pas satisfaisante et il convient de dire quelles sont les règles de procédure applicables à cette commission, et cela pourrait être réalisé par le biais d'un renvoi explicite et pas implicite, donc ce n'est pas difficile à faire, aux articles 601 et suivants du Code de procédure pénale et R26 et suivants du même code. Alors, ça, c'était quelques petites observations premières. J'en viens... Oui. Qui a été faite par le procureur général tout à l'heure. C'est de dire que la commission de révision n'est pas en réalité une commission de révision, c'est une commission d'instruction de la Cour de révision. Qui est déjà la pratique. C'est ça. La pratique en fonction des articles. Ça. Oui, non, ce n'est pas une réforme. Une réforme, c'est majeure, une précision législative. Oui, et c'était d'ailleurs mon chapitre, simplement précision législative. Ma deuxième série de propositions, oui. Pour être cohérent,
La composition elle-même de la commission de révision. Ah, voilà. Deuxième série de propositions tendant à la garantie du principe d'égalité des citoyens devant la justice. Là, je vais peut-être vous faire bondir, mais nous proposons, pour une question d'égalité des citoyens devant la justice, d'étendre la procédure de révision aux contraventions de la 5e classe. Il a fallu attendre la loi de 1989 pour que l'on étende à la matière délictuelle la procédure de révision. Et pour la CNCDH, il ne saurait y avoir de degré dans la correction et la réparation des erreurs judiciaires. Alors ça, c'est une position, je comprends bien que c'est effrayant, mais, oui, mais c'est une proposition de principe. Il n'y a pas que les grosses affaires qui méritent d'être révisées. Et Jean Carbonnier disait que l'attention portée aux petites choses et par-delà la tendresse pour les petites gens était de grande importance pour les juristes. Donc, les petites choses, pourquoi ne bénéficieraient-elles pas? C'est une position de principe parce que, au nom du principe d'égalité, la CNCDH ne peut pas comprendre que la procédure de révision ne soit pas ouverte en matière contraventionnelle. Alors vous me direz que nous ne sommes pas cohérents, que si nous voulons, pour des raisons d'égalité, qu'on ouvre aux contraventions de la 5e classe, il faudrait aussi que ce soit ouvert aux contraventions des 4 premières classes. Mais alors là, ce sont de tellement petites choses qu'on peut comprendre. Enfin bref, c'est un petit... Oui, exactement. Exactement. Voilà. Deuxième point sur le principe d'égalité. Au nom du principe d'égalité, certains estiment que la possibilité de demander la révision doit être ouverte aux victimes. Et là, nous disons non, en nous appuyant sur la définition du principe d'égalité tel que le Conseil constitutionnel la formule dans plusieurs décisions. Le Conseil constitutionnel nous dit que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général. Et là, nous disons que la situation de la victime n'est pas simplement différente, mais radicalement différente de la situation du condamné, et que le principe de l'interdiction de la réformatio in pejus interdit d'aggraver le sort d'une personne ayant fait l'objet d'un acquittement ou d'une relaxe. Ce n'est pas parce que la défense des victimes est sur le devant de la scène qu'il faudrait enfreindre un certain nombre de principes de la procédure pénale. L'article préliminaire, Alain Tourret et moi-même l'avons porté avec beaucoup d'attention devant l'Assemblée nationale, rédigé par rapport à ce qu'il était dans le projet de loi. Je crois même être vraiment à l'origine du paragraphe 2 de l'article du paragraphe 2 sur les victimes dans cet article préliminaire, et je n'ai pas d'hésitation cependant à dire que la garantie des droits des victimes, c'est la garantie des droits des victimes dans le cadre du procès pénal, du tout début du procès pénal, et même élargi à l'interpellation jusqu'au terme de l'exécution des peines, mais qu'une fois qu'il y a une décision définitive sur la culpabilité ou sur l'innocence de la personne en cause, la victime n'est plus une partie et donc ne doit pas se voir ouvrir la possibilité de la demande en révision, mais peut-être que ce n'était pas du tout votre idée que d'ouvrir aux victimes la demande en révision. Être plus complet vis-à-vis de ce que nous venons d'entendre de M. Marin, c'est l'une de ses propositions. L'une de ses d'ouvrir à la victime. M. Marin proposait la réflexion sur la possibilité que la partie civile puisse être entendue par la commission de révision, au stade, par exemple, de la mise en liberté. C'est-à-dire l'audition de la partie, non pas que la partie civile puisse déclencher elle-même le processus, mais qu'elle puisse donner son avis. Est-ce que
d'égalité, mais du principe d'impartialité. Et bien sûr, je vais du même coup parler de la composition de la commission et de la Cour. Il nous semble extrêmement important de codifier les règles relatives à la désignation, à la durée des fonctions et aux incompatibilités affectant les membres de la commission de révision. Au terme, je le rappelle, du 5e alinéa de l'article 623 du Code de procédure pénale, et la commission instituée par le texte est composée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants, tous magistrats du siège de la Cour de cassation et désignés par l'Assemblée générale. La loi ne prévoit cependant rien, mais rien, quant aux modalités concrètes de choix et de désignation des membres de la commission de révision, choix de son président, choix de son vice-président, rien quant à la durée des fonctions des membres de cette commission et quant aux éventuelles incompatibilités. Nous nous sommes entretenus avec des magistrats ayant siégé dans cette commission de révision qui ont tous confirmé nos inquiétudes. La composition est complètement aléatoire et se fait au gré des desiderata du président de la Chambre criminelle ou du premier président de la Cour de cassation. La CNCDH estime que les qualités de membres de la commission et de magistrats de la Cour de révision sont absolument incompatibles. Or, aujourd'hui, il arrive qu'un membre de la commission siège aussi dans la Cour de révision. Donc, tout ce que la Cour de Strasbourg nous a enseigné, appris et demandé en matière d'incompatibilité entre la phase de l'instruction et la phase du jugement, nous devons le reporter en exigeant qu'aucun membre de la commission ne puisse être membre ensuite de la Cour de révision. Ça, c'est une première chose. D'autant que c'est important de l'écrire dans la loi parce que la jurisprudence de la Cour de cassation est contraire et la Cour de cassation, à la suite d'une demande en récusation d'un membre de la commission qui était ensuite membre de la Cour, a déclaré qu'il n'y avait aucune incompatibilité et a donc rejeté la requête en récusation. Donc ça, c'est un point important. Alors, est aussi important, d'ailleurs, la nécessité de codifier les règles relatives à la désignation, à la durée des fonctions et les incompatibilités. Il court certainement de faux bruits, mais quand des bruits courent, il faut essayer d'y répondre. Il court quelques bruits, quelques soupçons de partialité, quelquefois, en raison du caractère informel de la désignation des membres de la commission et de la Cour. Et pour cela, il nous paraît qu'il faut être beaucoup plus précis qu'on ne l'est aujourd'hui. Et par exemple, nous souhaiterions que parmi les membres de la commission, il y ait au moins 2 magistrats ayant exercé la fonction de juge d'instruction. Il ne doit pas être difficile de trouver à la Cour de cassation 2 magistrats ayant exercé la fonction de l'instruction. Puis, comme vous le disiez tout à l'heure, cette commission a au fond une mission de réinstruction, en quelque sorte. Donc il serait assez judicieux que ce ne soit pas n'importe quel magistrat de la Cour de cassation qui dit à son président de chambre que ça l'intéresserait de faire partie de cette cour, de cette commission. J'aimerais avoir votre point de vue sur le fait que ce ne sont que des magistrats. Est-ce que c'est quelque chose que vous estimez indispensable ? Deux compositions possibles pour la Cour de révision. Pour la commission, notre seule proposition, c'est parmi les 5 magistrats, 2 personnes qui aient une pratique de l'instruction et qui donc est une révérence, un respect des règles de l'instruction. Pour la Cour, on pourrait imaginer 36 solutions. Oui, nous restons composés par des magistrats. Et uniquement de la Cour de cassation. Et uniquement de la Cour de cassation. La première formule
consisterait à dire que c'est la chambre criminelle de la Cour de cassation en formation plénière, mais en retirant immédiatement les magistrats de la chambre criminelle éventuellement membres de la commission. Mais ce n'est pas la formule qui nous paraît la meilleure. La formule qui nous paraît la meilleure, c'est une composition mixte de magistrats de la Cour de cassation, le premier président et 2 conseillers de chaque chambre. Et donc là, il n'y a plus d'aléa dans le choix de ceux qui vont composer la Cour de révision. Parce que M. Fenech doit le savoir beaucoup mieux que moi. Alors, 626.3, alinéa 6. Attendez. Ah oui, 626.3, attendez que je me rappelle. Oui, 7 magistrats de la Cour de cassation. Oui, alors nous, on est un peu plus pressés, d'abord un peu plus de magistrats. Une composition, c'est 7 désignés par l'Assemblée générale. Nous, ce serait 12 parce qu'on voudrait que les 6 chambres de la Cour de cassation soient représentées. Pour quelque chose d'aussi important. Donc 2 magistrats par chambre, plus le premier président. Il y a suffisamment peu d'affaires pour que le premier président de la Cour de cassation préside la Cour de révision et que l'ensemble des chambres soient représentées. Oui, que j'ai... De 2007, 7 magistrats de la Cour de cassation. C'est ambitieux. Peut justifier, tout à fait. Et l'importance. Et c'est suffisamment difficile et technique, de notre point de vue quand même, pour ne pas confier à des citoyens représentants de la société civile le fait de juger de la révision. Nous nous en tenons aux magistrats. C'est un juge d'instruction représentant l'ensemble de la profession des juges d'instruction. C'est à ça que j'avais pensé. Bon. Non, pas pour présider. Vous limitez ça aux magistrats, il n'y a pas de problème de la chambre de la Cour de cassation. De l'importance et de l'impartialité à la révision, en mobilisant 2 magistrats de chaque chambre de la Cour de cassation et le premier président, il ne siège quand même pas très souvent, ce n'est pas un surcroît de charge. La charge est surtout pour la commission qui réinstruit. Alors nous, vous allez peut-être être étonnés, mais nous serions favorables à ce que le ministère public puisse former un recours en révision. Et l'actuel article 623 du Code de procédure pénale ne permet pas au procureur général de demander la révision. Or, si l'on s'en tient à la définition de l'autorité judiciaire du Conseil constitutionnel, qui n'est pas, j'en conviens, celle de la Cour européenne des droits de l'homme, les magistrats du parquet sont aussi garants des libertés individuelles. Donc, à ce titre, la CNCDH est favorable à l'ouverture du recours en révision au procureur général près la Cour de cassation, ainsi qu'aux procureurs généraux. En matière d'acquittement? Non, pas en matière d'acquittement. Ah, il faut le préciser. Oui, il faut le préciser. Puisque le procureur général, lui, nous a fait part C'est lui sa demande. de cette demande de pouvoir intervenir même en matière d'acquittement. Pas en matière d'acquittement. C'est important de le préciser. Oui. Pas en matière d'acquittement. Oui, absolument. Pourquoi la composition est différente entre l'article 623 et l'article 626.2 ? La révision peut être demandée, on a un certain nombre de cas, article 623. Le réexamen peut être demandé, on a un certain nombre de cas, 626.2. Honnêtement, s'il n'y a pas un parallélisme entre les deux, il n'y a rien à y comprendre. Un parallélisme, c'est pas. Mais non, mais c'est pas un contrôle du droit avec la procédure de réexamen. On n'est pas dans un, on n'est pas.
La révision peut être demandée par le condamné ou en cas d'incapacité par son représentant légal. Le condamné, même chose. Troisième chose, après la mort de l'absence déclarée du condamné par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels, etc., les ayants droit du condamné, la même chose. Il n'y a finalement que le procureur général, effectivement, qui apparaît dans l'article 626.2 et qui n'apparaît pas dans l'article 623. On ouvre aux procureurs généraux et au procureur général, mais certainement pas en matière d'acquittement. Parce que, comme je le disais en commençant tout à l'heure, on est dans une recherche de subtil équilibre entre l'autorité de la chose jugée et la vérité, et la vérité autre que judiciaire, parce que la vérité judiciaire, on la connaît par la décision, par la décision pénale. Il y a déjà l'appel en matière de procès d'assises ou l'appel. Je ne crois pas que ce soit un bon signe que de permettre au procureur général d'intervenir en révision sur un acquittement. Vraiment. Oui, c'est vrai que ça met en cause le principe de la réformation in pejus. Hein. En plus. Oui. Donc je comprends, on peut comprendre qu'il la fasse, mais en réalité, c'est d'autres principes du droit pénal qui sont atteints si le procureur général peut remettre en cause un acquittement. Voilà. Je voulais encore ajouter quelques mots, oui, je ne l'ai pas fait, sur les scellés. Non, mais avant de parler des scellés, oui, je pense qu'il faut aussi, alors c'est une quatrième série de propositions tendant à garantir le principe du contradictoire. J'ai parlé du principe d'égalité, j'ai parlé du principe d'impartialité, je parle maintenant du principe du contradictoire. Nous l'avons déjà évoqué tout à l'heure ensemble, donc je vais aller vite, mais il faut codifier les prérogatives procédurales du condamné demandeur en révision. Dans mon document écrit, vous trouverez un certain nombre de détails à ce sujet. Il pourrait être envisagé d'intégrer sous le titre du Code de procédure pénale consacré à la révision une disposition comparable à celle relative au supplément d'information. Toujours dans l'idée qu'il faut que le fonctionnement de la commission de révision soit beaucoup plus encadré qu'il ne l'est qu'aujourd'hui. Et il ne faudrait en aucun cas, d'ailleurs, et cela s'est produit, que les juges d'instruction et services de police initialement saisis de l'affaire puissent être à nouveau saisis. Ça, je pense qu'il faut le dire dans la loi. C'est à la fois une atteinte au principe de l'impartialité, une atteinte au principe du contradictoire. Si la commission de révision saisit à nouveau, pour un supplément d'information, le juge d'instruction qui a déjà instruit, ou les juges d'instruction, quand il s'agit d'une affaire lourde, il peut y avoir une série de juges d'instruction, et les services de police ou de gendarmerie qui ont déjà enquêté, il me semble qu'on va on biaise le contradictoire et on biaise aussi l'impartialité. Nous pensons qu'il faut que le demandeur en révision puisse faire des demandes d'actes, mais nous admettons que la charge de la preuve incombe au demandeur en révision et que le principe de la présomption d'innocence ne s'applique qu'au cours du procès pénal et jusqu'à la décision définitive. Donc nous ne contestons pas que la charge de la preuve incombe au demandeur en révision, parce que sinon, il n'y a plus d'autorité de la chose jugée. Et j'en reviens au subtil équilibre entre l'autorité de la chose jugée et la recherche de la vérité. De vous poser une question sur les personnes qui peuvent saisir la Cour de révision ou le réexamen. J'ai toujours été perturbé, moi, par l'affaire de Minici, où les enfants étaient en opposition avec leur père.
Et donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas eux qui avaient intérêt à demander, bien évidemment, la révision d'une décision dont beaucoup ont dit qu'elle aurait pu se poser, hein, puisque par définition, ce sont les enfants qui ont accusé le père. Est-ce qu'il n'y a pas, dans ce cas spécifique, une ouverture qui pourrait être ouverte, une possibilité d'intervenir pour demander la réouverture à quelqu'un d'autre, puisque, par définition, dans ce cas-là, justement, je me pose la question. Oui. Oui, mais Quelle différence? Mais je me pose cette question-là. Parce que pour l'instant, dans ce cadre-là, c'est simplement le ministre de la Justice qui peut intervenir. précisément le procureur général. Ça pourrait être une des raisons d'introduire le procureur général dans les personnes pouvant demander la révision. Non, mais le procureur général, ce serait une justification de son introduction dans le dispositif de la demande en révision. Non, non, pas du tout, mais du coup, ça nous fait réfléchir. Je n'ai pas suffisamment dit, alors je veux y insister quand même, qu'il faut que le demandeur en révision puisse bénéficier, soit informé de ce droit, puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat, de l'aide juridictionnelle, du droit d'accès au dossier, du droit de déposer des demandes d'actes, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais là c'est le respect du contradictoire qui l'impose. Je pense aussi qu'il faudrait permettre la comparution personnelle des témoins et des experts devant à la fois la commission et la cour de révision. Et pardon ? Oui, du double degré de juridiction en cas de refus de demande d'acte. Vous comprenez, vous donnez les garanties procédurales aux condamnés, ce que je conçois parfaitement, et vous les énumérez, les demandes d'acte. Mais s'il y a un refus, s'il y a un rejet. S'il y a un rejet, supposons que la commission est rejetée, la Cour peut ensuite accepter. Ah, donc vous prévoyez aussi un deuxième degré, alors. Potentiellement. C'est vrai que ça complexifie le système, mais ça, on en est bien conscient. Mais je parle là au nom du contradictoire. Au nom du contradictoire, ça paraît nécessaire. Pratiquement, c'est vrai que ça alourdit. Enfin, sur les scellés, pour ne pas être trop long, parce que je crois que j'ai déjà largement dépassé le temps que vous m'aviez donné. Non ? Alors, quelques propositions sur les scellés. Aujourd'hui, hein, vous le savez parfaitement, au terme d'un délai de 6 mois, l'autorité judiciaire n'est plus compétente pour décider du sort des objets placés sous main de justice. Et seul l'État devient propriétaire de ces objets et peut les aliéner. Alors, c'est extrêmement gênant pour une potentielle affaire qui vient en révision. Et une circulaire du 13 décembre 2011 indiquait que, compte tenu des progrès réalisés ces dernières années en matière de police technique, je lis, et scientifique, une aliénation, une destruction systématique des objets placés sous scellés et non restitués à l'issue d'un délai de 6 mois peut être de nature à faire obstacle à la réouverture et à la résolution d'affaires qui n'ont pu être élucidées jusqu'à présent. Et voilà, il en va de même, dit cette circulaire, de la réouverture de procédures en révision. Alors, il faut aller au-delà de la circulaire. Il faut aller au-delà de la circulaire et la CNCDH se prononce pour une modification des dispositions de l'article 41-4 du Code de procédure pénale qui permettent la conservation des scellés un certain temps. Alors, afin d'éviter l'encombrement des greffes des juridictions, il est suggéré, nous suggérons, que la conservation soit ordonnée par le parquet à la suite de la demande du condamné
et que la chambre de l'instruction statue en cas de refus du ministère public. Autrement dit, que le condamné, une fois sa condamnation définitive, puisse être informé de ce qu'il peut demander la conservation des scellés. On vous propose deux possibilités. Pendant une durée de 30 ans à compter de la condamnation définitive, mais tout bien réfléchi, je pense qu'il vaudrait mieux, c'est plus pragmatique comme solution, pendant une durée de 5 ans renouvelable, si le condamné fait une nouvelle demande de conservation des scellés au bout de 5 ans. Alors ça suppose évidemment que son avocat ait gardé un lien avec le condamné, que le condamné ait suffisamment le sentiment d'avoir fait l'objet d'une erreur judiciaire pour qu'il pense à demander la conservation des scellés. Voilà, ça supposerait pratiquement que le ministère public, si on veut être concret et que le condamné soit vraiment informé, que le ministère public interroge la personne condamnée ou ses ayants droit tous les 5 ans. Ou ses ayants droit. Je dis ou ses ayants droit. Mais il faut que le parquet sache où joindre les ayants droit, évidemment. Ces règles d'extension de conservation des scellés ne se fassent que lorsqu'il y a une contestation sur la culpabilité. Non, sur la culpabilité. Oui, sur la culpabilité. Je ne l'ai pas dit, mais ça tombe sous le sens. Oui. Pas sur la condamnation, sur la culpabilité. Oui. Voilà un petit peu l'ensemble des propositions que je vous ai présentées très rapidement. Eh bien, je tiens à vous remercier. Je voudrais revenir à un article que vous avez commis, si je peux m'exprimer ainsi, que j'ai lu et relu, en 2006, page 709, oui, c'est ça, voilà, réflexion sur l'erreur judiciaire. Et vous disiez ceci, avez-vous une intime conviction? Cet article ancien, issu du Code d'instruction criminelle de 1808, rompt avec le système des preuves légales pour lui substituer le système des preuves par intime conviction, mais il ne doit pas être lu comme excluant la motivation de la décision. La motivation est en effet aussi un instrument de prévention des erreurs judiciaires. Elle n'est aujourd'hui encore pas imposée en matière criminelle. On est bien d'accord. Effectivement, la loi du 10 août 2011. Et je suis très interpellé sur ce qui est écrit, puisque c'est une motivation. L'obligation qui est un droit fondamental et absolu de tout citoyen dans un état de droit. Et la diminuer en prévoyant des rédactions préalables, en quelque sorte, dans les arrêts de cour d'assises, on m'explique que c'est long, on a déjà prévu un délai de 3 jours, on peut l'étendre à 8 jours, à 15 jours, à 1 mois, le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que, à mon avis, la Commission européenne, peut-être qu'elle va accepter, ça doit être négocié avec elle, enfin j'en sais rien, mais j'ai ce sentiment-là. Peut-être que dans un premier temps, elle va accepter ça, mais dans un deuxième temps, elle ne l'acceptera pas. La motivation ne peut pas, parce que c'est totalement contradictoire, être moins forte dans les affaires les plus terribles, alors même que pour la révision, on peut saisir pour les décisions délictuelles et les décisions criminelles. On imposerait donc une motivation plus forte pour les décisions délictuelles que pour les décisions criminelles. Dans un premier temps, la jurisprudence de Strasbourg est apparue très rigoureuse et la Belgique s'est dépêchée de modifier sa législation dans un sens beaucoup plus convenable que nous, c'est-à-dire que la motivation doit être réelle. Et puis, il y a eu 1 ou 2 arrêts que je n'ai plus exactement en mémoire qui ont semblé se satisfaire d'une pseudo-motivation. D'où les termes de la loi de 2011. Mais je pense que votre mission est l'occasion ou jamais d'en venir à une véritable motivation. Parce qu'une motivation, c'est une motivation, et une motivation à minima, ça n'en est pas une.
Ah ben on va vous envoyer. Parce que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce que M. Nicolas Hervieux a écrit à la Revue des droits de l'homme. Bon, et il estime en effet. M. Nicolas Hervieux, il a écrit à la Revue. J'ai ça là, ici, je ne sais plus à quelle date c'est exactement. Ça s'appelle Droit à un procès équitable, la motivation des arrêts d'assises en France sous les fourches codines européennes. Et il pose véritablement le problème de cette motivation à minima, qui n'est pas une motivation au sens habituel et judiciaire, mais plutôt un compte-rendu des délibérations. Si je peux me permettre de vous suggérer une audition, ce serait l'audition d'un président de cour d'assises belge. Parce qu'ils se sont imposés une véritable motivation, et j'avoue ne pas savoir exactement comment cela fonctionne. Oui, 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 oui. Mais moins que je suis intimement persuadé que c'est le résultat d'une négociation et que ce n'est pas les principes qui sont réaffirmés. Enfin, voilà. Il a de mettre son droit en conformité avec la jurisprudence de Strasbourg, la difficulté de la façon dont les arrêts de Strasbourg sont rédigés. Il laisse une marge d'appréciation aux États et on s'en est saisi là pour se suffire d'une motivation à minima. Enfin, dans un certain nombre de cas, il reste une marge d'appréciation. Mais oui, on va vous envoyer une petite note sur la motivation. Général, dire, oui, mais lorsque les 3 magistrats ont été persuadés, se sont prononcés en sens inverse de l'ensemble des jurés, comment voulez-vous qu'ils rédigent? Enfin, voilà à peu près l'explication qu'ils... Ils rédigent non pas sur leur opinion sur l'affaire, mais ce qui est ressorti des délibérations du jury. Ça paraît tomber sous le sens. On doit être capable de... J'aime autant que ce soit vous qui le disiez. Voilà. Oui, je pense qu'il faut repenser totalement cet article 365.1, je le dis, et ça, il faut le repenser complètement. Ça, j'aimerais bien avoir vos observations là-dessus. Belge, et qu'on peut facilement aller voir quelle est la pratique belge. Oui. Une question quand même, on ne pourra pas vous laisser vous retirer sans vous l'avoir posée. Il ne me semble pas que vous soyez exprimé sur la notion centrale de notre mission, c'est la notion du doute. Qu'est-ce que c'est que le doute pour vous? Est-ce que c'est un doute raisonnable? Est-ce que c'est un doute sérieux? On parle du moindre doute, du simple doute, du doute léger. Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Nous n'avons pas travaillé en commission à la CNCDH sur la notion philosophique de doute. Je pense que la notion de doute est une notion que chaque magistrat apprécie en son âme et conscience. Et que, bah oui, dès qu'il y a un doute, c'est un doute. Il n'y a pas d'intime conviction s'il y a doute. Je pense, voilà. Oui, mais est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas intime conviction? Pour moi, il y a doute dès qu'il n'y a pas intime conviction. Parce que les textes n'opposent que le doute et l'intime conviction. Alors, vous pouvez me renvoyer la question en me disant qu'est-ce que c'est que l'intime conviction? On est là dans une appréciation forcément très personnelle du bouquet de preuves qui ont été offertes. D'inscrire dans la loi. Mais comment voulez-vous définir dans la loi ce qu'est le doute? Ça, c'est mission impossible. Là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'effectivement, il y a doute et doute. Et on peut qualifier le doute. Il y a le doute sérieux, dont on a parlé, qui n'existe plus. Il y a le simple, il y a le doute, comme là, doute sans rien. Il y a le doute simple, et il y a le moindre doute.
Et il y a le doute raisonnable. Tant sur le plan administratif que civil que pénal, ça correspond à une détermination chaque fois différente. Et je ne crois pas qu'on puisse se réfugier sur l'intime conviction. On n'est plus dans le cadre de l'intime conviction. L'intime conviction, c'est devant la cour d'assises. Là, on n'est plus dans le cadre de l'intime conviction. On est dans le cadre d'un fait nouveau ou un élément qui apparaît et on ne demande pas à partir de ce moment-là au magistrat est-ce qu'il a une intime conviction que ça remet en cause. On lui demande est-ce qu'il y a un doute qui émerge à partir de ce moment-là. C'est pas pareil. Je pense qu'on demande au magistrat si l'élément nouveau crée le doute et fait qu'il n'y a plus d'intime, qu'il pourrait ne plus y avoir d'intime conviction. Mais ça n'est pas qu'en cour d'assises l'intime conviction, c'est devant toutes les juridictions pénales. Oui. Mais c'est la justice humaine est faite comme ça. Alors, créer une échelle des doutes, c'est bien pire qu'une échelle des fautes. Oui. Présidente, à partir du moment où la jurisprudence, les décisions qui ont été rendues font état de doutes sérieux, de doutes raisonnables, le législateur est légitime à se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas plus préciser dans la loi qu'un simple doute, pas conforté par des éléments irréfutables, constatables objectivement, un simple doute, même léger, doit entraîner une décision de révision. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas l'inscrire quand même dans la loi pour guider en quelque sorte le juge qui aujourd'hui a quand même une exigence élevée, cette notion de doute. Quel doute ? Vous comprenez ? Ah bien oui, ce sûr, serait plutôt pour dire que le moindre doute... Le moindre doute. Le moindre doute, c'est une question qu'on peut se poser en mais l'état. ça devrait tomber sous le sens. Mais s'il oui, faut le dire, pour il faut vous, le dire. Madame la Présidente, ça tombe sous le sens, mais ça ne Oui. tombe pas forcément sous le sens de tous les magistrats Oui, qui sont c'est vrai. amenés à remettre en cause une décision d'une cour d'assises. Et nous voudrions peut-être faciliter ce choix magistrats en leur indiquant, que le législateur leur indique, que le moindre doute doit pouvoir vous amener à prononcer la révision. Vous voyez ? C'est essentiel. C'est le cœur de notre mission. Car véritablement que s'il n'y a eu que 8 cas depuis 1945, c'est à cause de cela. C'est-à-dire qu'on ne demande pas s'il y a le moindre doute, on demande si on est totalement persuadé que l'individu en question est coupable. Largement. Hein. Non. Il n'y a aucun parmi ces 8 cas pour lequel on s'est posé une question. On est certain qu'il est innocent. Ça change tout. Le moindre doute. Ah bah oui. C'est-à-dire que pour moi, le doute, c'est le moindre doute. Par opposition à l'intime conviction. Donc... Qualificatif, le moindre doute. Oui, alors ça, tout à fait favorable, parce que ça correspond tout à fait à la définition du doute que je vous ai donnée. C'est-à-dire qu'il y a le moindre doute, je n'ai pas d'intime conviction. Partagée par tout le monde. Oui. J'ai relu les 8 décisions. Ce sont 8 affaires où il n'y a pas le moindre doute. Et rien. Il y a une sécurité absolue que le type en question, il est innocent. On ne s'est jamais posé la question de savoir est-ce qu'il est accusé, mais bon, est-ce qu'il est accusé à 80 ? Non, il est innocent. C'est l'affaire 10, voilà, il y a l'assassin en série qui est juste à côté. Bon, voilà, on ne se pose plus aucun problème. Il a déjà tué je ne sais pas combien de personnes, il est juste à côté. Bon, c'est véritablement... Comment ? Révision. Oui. 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 Ah, pas un doute suffisant. Ah oui, alors ça justifie complètement votre désir. Oui, ça justifie complètement votre mission. Mais Où
à la suite d'une décision de la Cour européenne où l'on nous parle de la gravité de l'infraction. De la gravité. Si ce n'est pas suffisamment grave, on estime que vous êtes satisfait, comme on le dit, en termes d'amende. C'est vrai. Il suffit, vous restez là. C'est fondamental, ça. Parce qu'en fait, ce que dit Mouret, c'est que le texte, la procédure en révision, le texte actuel, c'est quoi? Après la condamnation, après la condamnation vient se produire ou se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu, la juridiction au jour du procès est de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Aujourd'hui, nous avons le sentiment que les décisions jurisprudentielles s'interprètent de nature à faire naître la certitude. Oui. Non, mais vous comprenez? Oui, je comprends très bien. Et c'est pour ça que moi, à l'époque, je proposais de rajouter faire naître un doute, virgule, même léger, sur la culpabilité du condamné. Alors, nous parlons aujourd'hui peut-être du moindre doute, je ne sais pas. C'est mieux qu'un doute même léger. Voilà, le moindre doute. Oui. Vous voyez, là, oui, je comprends bien. Mais je pense qu'il faut jouer aussi sur le fait nouveau et que l'élément nouveau doit pouvoir être un élément antérieur à la décision définitive, mais qui n'a pas été pris en compte. Et pas forcément un élément. Si on joue sur ces deux éléments importants, on doit pouvoir ouvrir plus le pourvoi en révision. Franchement, je trouve que ne pas prendre en compte un fait nouveau antérieur, c'est assez grave en soi, parce que quel juge d'instruction peut dire qu'il a tout balayé? Oui, il a parfaitement pu négliger, et c'est humain, et il n'y a même pas de reproche particulier à lui faire, il a parfaitement pu négliger quelque chose, un élément. Mais ne présente pas une force probante suffisante pour permettre à la Cour de cassation de les considérer comme établissant l'innocence. Vous voyez? Non, mais je lis ça, c'est vraiment la démonstration de ce qu'on vient de dire. « 21 octobre 76. » Oui, les choses se sont améliorées en 89 quand même. Oui, ça correspond en fait au texte avant la loi de 89. Oui. Il fallait établir l'innocence du condamné et non pas le doute. Oui. Mais votre mission est passionnante. Oui. Texte avant la loi de 89, attendez. Ah oui, c'est ça, c'était rédigé comme ça. Fait nouveau, élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité. Oui, ça c'est 89. Mais avant, il fallait établir l'innocence. C'était terrible. 8 décisions qui ont été retenues. Oui. Ce sont des décisions qui remontent à 2001, 98, 99, 2006, 2009, 2009, 96. Voilà. Elles sont postérieures à 89 pour l'essentiel. Hein. Pour l'essentiel, elles sont postérieures à 89. Oui. Oui, mais cette notion, cette notion de doute m'interpelle très fortement, comme Georges Fenech, très fortement. Car on comprend très bien que dans l'esprit des magistrats, où la notion de sécurité judiciaire, j'ai remis tous les trucs de Motulski et tout ça, la notion de sécurité doit l'emporter. Bon,
que l'on en reste à bien déterminer l'innocence de la personne en question. Le problème, il n'est pas là. Il n'est pas de démontrer qu'elle est innocente, il est de démontrer qu'elle n'est peut-être pas coupable. Tout est là. Je voulais simplement remercier Madame la Présidente pour son pragmatisme. Vous nous avez apporté des propositions d'inscription dans la loi de la jurisprudence, avec une vue très très concrète et pragmatique des choses. Ça, c'est important pour nous. Aurais-je dû insister plus sur... Mais on va vous envoyer une note complémentaire sur la motivation. Et sur le doute, vous avez déjà trouvé la solution. Nous doutons sur le propre doute. Merci au nom de la CNCDH de nous avoir entendus.